Nous continuons la seconde partie de Le Monde en 7. Le plateau n'a pas changé. Nous allons maintenant parler du Togo. Le premier sujet, nous évoquons donc l'enrôlement des Togolais de l'étranger, la montagne qui accouche d'une souris, le recensement comptant pour la période de la présidentielle 2020 au niveau de la diaspora a connu une très faible mobilisation. Seulement 348 Togolais ont été recensés durant le processus qui a duré 4 jours. Lundi, la Commission électorale nationale indépendante a rencontré la presse pour présenter le bilan de cette opération de recensement électoral pour la diaspora et de révision des listes électorales au niveau national. On va suivre ensemble cet élément avant de revenir pour le débat. À 2 mois du premier tour de la présidentielle de 2020, la Commission nationale électorale indépendante fait le point sur le processus de révision et de recensement électoral conduit il y a 3 semaines. Des chiffres encore provisoires révèlent seulement 348 Togolais de la diaspora recensés dans 6 pays différents, notamment au Nigeria, en RDC, au Gabon, au Maroc, en France et aux USA. Au plan des CAI, nous avons enregistré au total 348 enregistrés. Les différentes pièces qui permettent d'être identifié effectivement comme un national togolais a limité quelque peu la situation, la possibilité d'enregistrement pour un certain nombre de compatriotes. Au plan national, il a été enregistré au total 212 190 compatriotes. Dans la mise en œuvre du chronogramme du processus électoral jusqu'au scrutin de février, la CENI annonce: le dépôt des candidatures est envisagé pour compter du 27 décembre et se poursuivra jusqu'au 8 janvier. La campagne électorale débutera le 6 février et s'achèvera le 20 février. Le premier tour est prévu pour le 22 février, comme nous l'avons déjà annoncé. Pour disposer d'un fichier électoral à jour et répondant aux standards internationaux, la CENI affirme avoir reçu 2 missions d'audit, l'une de l'Organisation internationale de la francophonie et l'autre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà le point qu'a fait le président de la CENI, c'était le lundi lors d'une conférence de presse. Kofi Kondo, 348 Togolais. Je rappelle qu'il y a 6 pays où les Togolais doivent voter. Il y a sur le continent le Nigeria, le Gabon, la RDC, le Maroc, et à l'étranger, les États-Unis, et puis la France. Véritablement, c'est une souris qui est sortie de la montagne. Oui, je crois que cette situation a fait couler beaucoup d'encre et a voulu remettre en cause tous les efforts que nous avions eu à mener jusqu'à ce jour, le vote de la diaspora. Mais je veux dire que nous avons tous fait la probabilité à l'école. Et on sait comment ça se passe. On fait un choix exprès pour éliminer, parce que les conditions requises pour pouvoir obtenir la carte d'électeur et pouvoir participer à ces élections. Nous reconnaissons que nos concitoyens, le titre de voyage, c'est le passeport. Et quand les gens partent à l'étranger, la carte d'identité ne sert plus. Même si ça s'est expiré, les gens ne se peinent pas à renouveler. Or, pour pouvoir obtenir la carte d'électeur, on demande quoi? La carte d'identité, le passeport et la carte consulaire. Les 3 éléments. Lorsque vous n'avez pas la carte d'identité à jour, ça voudrait dire que vous ne pouvez pas vous inscrire sur la liste. Et donc, par conséquent, il a été fait un choix délibérément pour pouvoir éliminer un certain nombre de personnes pour participer à ces élections. Peut-être que certains ont été préparés et donc seulement ceux qui viennent de quitter le pays ou bien qui sont venus, qui sont repartis, peuvent déjà renouveler leurs pièces et puis le faire. C'est pour cela qu'il faut quand même prendre le temps, avertir les gens, donner le truc. Pendant que nous étions en discussion, en guerre, on peut déjà énumérer les pièces nécessaires pour que les gens prennent les dispositions afin de pouvoir se faire enrôler. Malheureusement, nous avons un chiffre qui tourne autour de 348. Donc déjà, c'est un début. C'est un début. On ne peut pas dire que ça a accouché la souris. C'est un début.
on donne bonne chance à tous ces Togolais qui vont participer aux élections. Nous pensons quand même que les élections à ce niveau aussi se passeraient bien. Et donc, c'est un temps, jusque pour les prochaines fois, on verrait dans quelle mesure aider les uns et les autres pour que... C'est là où moi, je tire un peu sur le position. Lorsque nous demandons certaines choses, nous devons également regarder les implications et négocier les conditions nécessaires pour permettre aux gens d'en jouir. On demande la chose, mais on ne voit pas les implications. Le même cas, c'est par exemple lorsqu'on parle du renouvellement de la Cour constitutionnelle. On sait que les implications, il faut que le Sénat soit mis en place. Mais on ne voit pas ces paramètres pour pouvoir dire, voilà, il faut remplir ces conditions et alors tout de suite, bon, pour rallonger un peu les choses. Merci. Abel Ressoui Adaché, vous voyez aussi comme Kofi Kondo le verre à moitié plein, c'est un début, on le prend comme ça. Bon, le vote de la diaspora qui a été acté, nous disons que c'est un acquis. Déjà, c'est très bon, c'est ce que les Togolais souhaitaient. Et à travers la C14 qui avait mobilisé ses partisans dans les rues, et le vote de la diaspora était bien inscrit au niveau des revendications de cette coalition-là. Mais nous, au PPI, nous avons, je crois, notre conférence de presse du 14 avril 2017, nous avons dit que le PPI soutient le vote de la diaspora, puisque c'est un droit. Mais il va falloir qu'on soit vigilant à ce que, lorsque ce vote-là sera acquis, qu'on puisse mettre tous les mécanismes en place afin que ce vote de la diaspora ne soit pas encore une source de fraude massive pour le pouvoir en place. Donc, nous avions dit qu'il fallait, et après avoir obtenu cela, il faut discuter et mettre des préalables avant de pouvoir passer au vote. Aujourd'hui, lorsque nous voyons ceux qui dirigent et qui vont diriger plutôt ces élections au niveau de la diaspora à l'extérieur, ce sont les ambassadeurs pratiquement qui sont les présidents des commissions électorales et d'ambassades indépendantes. Ces ambassadeurs-là sont nommés par qui? Par le pouvoir en place. Mais alors, quelle marge de manœuvre alors aujourd'hui nous avons, l'opposition a-t-elle, pour pouvoir mieux contribuer, surveiller ces élections à l'extérieur? Bon, c'est ce que M. Kondo venait de dire en chutant. Je crois qu'en politique, ce n'est pas tout qu'on demande, ce n'est pas tout qu'on refuse, ce n'est pas tout aussi qu'on accepte, tout est circonstanciel. Nous, au PPI, nous sommes d'accord, le vote de la diaspora est très important, c'était un acquis qu'on avait eu, mais c'était trop tôt de pouvoir s'y lancer parce que l'opposition, d'abord à l'intérieur, était pratiquement essoufflée, ne peut pas avoir les énergies pour pouvoir contrôler l'élection à l'extérieur. Parce que d'abord, à l'intérieur, on a des difficultés à couvrir les bureaux de vote, mais comment est-ce que nous pouvons alors gérer l'extérieur? Donc, l'opposition n'aura que ses yeux pour pleurer. Et aujourd'hui, le gouvernement a mis aussi la barre très haute avec tous les documents qui ont été demandés avant de pouvoir s'inscrire. Mais nous pensons que c'est déjà trop. C'est comme ça une barrière juste pour pouvoir filtrer un certain nombre de Togolais. Si je reviens même à l'interne, on demande aux Togolais le vote ne concerne uniquement les Togolais. Or, nous, au niveau du PPI, nous avons toujours réclamé la question de la nationalité. Alors, qu'est-ce qui montre que vous êtes Togolais? C'est cette pièce qui montre qu'on est Togolais. Mais nous constatons que des gens votent. Ils n'ont pas cette pièce-là, mais vont et votent. Mais à travers des accords, on s'entend à travers les textes là, et un chef vient témoigner, bon, et puis tu es Togolais. Mais c'est trop simpliste pour nous. Et pourquoi on ne peut pas alléger alors la tâche aux Togolais qui sont à l'extérieur, en demandant que peut-être la pièce d'identité, la carte d'identité nationale ou le passeport. Donc vraiment C'était quelle pièce qui était de trop? Carte d'identité, passeport, carte consulaire? Non, le fait de demander les trois immédiatement, au même moment, pour nous, c'est trop. C'est trop demandé. Et surtout qu'on était à la première expérience du vote de la diaspora. Par exemple, on aurait dit on n'a pas besoin de passeport, carte d'identité. Les gens vont encore dire les mêmes choses. On n'a plus nos cartes d'identité.
On dira, on demande la carte d'identité, on laisse le passeport, on dira la même chose. Ce qu'on fait, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui joue la musique. Quitte à l'opposition de danser à cette musique pour ne pas danser. Alors, donc, nous au PPI, on avait déjà émis des réserves face au vote de la diaspora. On avait dit que l'opposition, au niveau de notre organisation, on ne disposait pas de toute la technicité pour pouvoir contrôler cette élection à l'extérieur. Alors, c'est qui? C'est Eric Johnson. C'est l'opposition qui est dupe dans cette affaire parce qu'on a vu ces manifestations où on demandait que la diaspora devait voter. Elle ne s'est jamais dit que le pouvoir allait accepter d'abord et de deux fixer les conditions, c'est ça? Non, je pense que ce qu'il faut retenir dans tout ceci, c'est quand même une première pour la diaspora congolaise. Vous savez, les organisations politiques, quand elles font des réclamations, je ne pense pas que l'idée, c'est d'avoir des résultats à court terme, plutôt sur le long terme. Je dis, si on a commencé aujourd'hui, on a eu que 348 inscrits, je me dis, il y a un souci. D'abord, vous savez, lorsque nous allons à l'extérieur, pour ceux qui ont fait un peu leur étude là-bas, quel que soit le pays, on oublie toujours qu'on doit avoir notre carte consulaire. On ne va jamais se signaler à l'ambassade, au consulat, pour dire, voilà, je suis togolais, je suis étudiant, je suis élève, je ne sais pas, même commerçant, pour dire, je vis dans ce pays, parce que il y a eu plusieurs situations où les Togolais ont été mis en difficulté à cause de cette carte consulaire. Parfois, vous allez dans des ambassades pour avoir un visa, on vous réclame cette carte-là. Et après, on court maintenant, et pendant tout ce temps, peut-être qu'on rate les opportunités. Et je dis, c'est déjà un fait pour que les Togolais qui sont à l'extérieur commencent par se signaler à leur ambassade ou consulat pour avoir ce sésame-là qui devrait leur permettre aujourd'hui d'aller se faire enrôler. La carte d'identité, c'est vrai. Quand on revient au pays, on nous dit pour avoir son passeport, il faut forcément avoir sa carte d'identité. Parfois, la carte d'identité est expirée quelques années avant le passeport, parce qu'on n'avait pas ça avant de faire le passeport dans le temps. Et aujourd'hui, il faut tout faire pour régulariser tout ça. C'est une aubaine pour les Togolais de la diaspora de se mettre en conformité avec leur pays hôte. La deuxième leçon que je tire de cet enrôlement de la diaspora, c'est que, vous savez, il y a eu beaucoup de manifestations des Togolais de la diaspora, de l'étranger. Mais cet enrôlement nous a permis de voir qu'il y a beaucoup qui ont changé de nationalité et qui ne peuvent plus se faire inscrire, alors que c'est les gens, c'est ceux-là qui sont plus actifs sur le terrain et encore, ils participent aussi à l'économie nationale en envoyant de l'argent à leurs parents, etc. Alors qu'ils ont perdu, peut-être surtout pour ceux qui sont en Allemagne et dans les pays scandinaves, où la double nationalité n'est pas acceptée, ils ont perdu leur nationalité. Quand on dit c'est en France qu'il faut venir se faire enrôler pour des gens qui sont par exemple en Belgique, un peu partout autour de la France, c'est difficile pour eux, ils ne se sont pas préparés
pour pouvoir faire ce déplacement-là et se faire enrôler. Donc, je dis, personne n'a été lésé dans ce processus-là, mais ce processus a permis de voir et de corriger beaucoup de choses. Je dis, c'est un début, il faudrait que tout le monde se mette en bonne condition pour que les prochaines fois, il y ait plus de Togolais et qu'il y ait plus de commissions électorales d'ambassades indépendantes pour que les Togolais, tous les Togolais, les 2 millions qui sont à l'extérieur, puissent participer à la vie politique et économique de notre pays. Alors, en même temps, quand on voit, on a vu ces manifestations, que ce soit au Nigeria, à Libreville, à New York et tout, où les gens réclamaient le droit d'aller voter. Il y a Eric Johnson qui a évoqué un point très important, c'est que s'inscrire, ça demandait des déplacements. Si je suis par exemple à Washington et que c'est à New York l'ambassade, je dois me déplacer. Est-ce que vous pensez que fondamentalement, le Togolais qui, moi je ne sais pas, est à Bogota, veut venir à Lagos pour opérer ses formalités et tout, il y a tout ça qui aura pu jouer également? Oui. En fait, comme je l'ai dit, il y a un problème de communication. Nous avons plus le temps de nous critiquer et de chercher à nous justifier que de pouvoir poser les principes et savoir que nous devons communiquer. J'ai vu un phénomène à l'ambassade du Togo à Accra. J'étais parti pour régler un dossier. Et on me dit, non, nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là pour autre chose. Et je dis, c'est l'ambassade. Vous êtes là pourquoi? Est-ce que vous êtes fait annoncer aux Togolais? Nous voyons, regardez un peu CGTN. Voyez un peu comment les ambassades bousculent dans les émissions pour communiquer avec leurs concitoyens, se faire connaître, savoir le domaine d'intervention, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour les concitoyens, etc. Une ambassade n'attend pas que le concitoyen vienne à elle. C'est l'ambassade qui s'annonce et qui décrit les actions qu'il doit mener vis-à-vis des concitoyens à de l'étranger. Cela doit se faire permanemment, continuellement. Donc, en réalité, pour pouvoir enrôler les Togolais de l'étranger en vue de leur participation à ces élections, ça doit se faire de concert avec le département qui gère les Togolais de l'étranger. Il y a un département au ministère des Affaires étrangères. Il y a un directeur des Togolais de l'étranger. Donc, comment on identifie, quels sont les secteurs, etc. Ça ne doit pas être fait. Je ne sais pas comment ça a été conduit, mais je crois quand même que la mayonnaise n'a pas pris parce que, naturellement, il y a un déficit de communication à ce niveau. Ou bien, ça a été fait... de communication, parce qu'il y a un certain nombre de Togolais qu'on doit retrouver dans un pays avant d'ouvrir une commission électorale. Oui. Soit lorsqu'on a la cartographie des représentants du Togo, de la diaspora togolaise dans le pays, on sait comment créer les points de ralliement pour permettre l'enrôlement facilement des Togolais, tout en sachant que les pays ne sont pas debout comme le Togo, mais ils sont larges. Donc, du coup, il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Ce n'est pas seulement au niveau de l'ambassade, mais on peut trouver des cellules, des bureaux qu'on peut créer pour permettre aux gens, ou bien soit si on ne peut pas le faire comme ça, il faut le faire de manière virtuelle. Alors, il évoque un point très important, c'est cette, j'allais dire, inimitié entre les Togolais qui s'installent à l'étranger et leur ambassade. Moi, j'ai eu un témoignage très poignant d'une connaissance qui est dans un pays des Amériques, qui appelle l'ambassade du Togo pour avoir des informations, le minimum de courtoisie qui devait être requis, même au téléphone, n'a pas été au rendez-vous. On lui dit « Allô, c'est qui? Que voulez-vous » De ce genre de comportement, ça ne pousse pas les Togolais installés à l'étranger à approcher même leur ambassade ou consulat. Monsieur Sabé, vous avez tout dit. C'est ce qui se passe lorsque les nominations sont des remerciements à des citoyens pour services rendus. Même si c'est le cas. C'est comme ça. Vous faites votre travail, c'est votre pays que vous représentez. Ce n'est pas un poste que vous avez mérité. C'est un remerciement qu'on vous a adressé. Donc,
Il y a des gens qui sont là-bas qui font. Les relations internationales ou de la diplomatie, c'est pour devenir ambassadeur. Malheureusement, c'est ce qui est sur le terrain, c'est ce qu'on constate. Je crois que ce n'est pas fondamentalement des remerciements qu'ils font. Nous avons tous ça. Je crois que c'est le propre des Togolais. Que ce soit dans l'administration au niveau pays ou ailleurs, nous avons tous cette réaction. C'est pour ça que moi, je crois quand même qu'il est très important pour celui qui va gouverner le Togo, désormais, la conscience professionnelle doit être un élément sur lequel nous devons travailler fondamentalement. La conscience professionnelle. Ça, c'est ce qu'il revient au ministre des Affaires étrangères. Effectivement, il revient au ministre. Mais moi, je dis que lorsqu'on dit que c'est le propre du Togolais, ça se ressent aussi au niveau de l'administration. Je continue par dire, mais il faut voir comment aussi on accède à l'administration. Au Togo, ici, il faut voir les conditions. L'accès est discriminatoire. Nous, au niveau de notre parti, c'est un point que nous avons toujours critiqué et nous avons mis ça sur notre plateforme. Nous disons que les concours qu'on organise et puis on pose des conditions discriminatoires par rapport à l'âge. Nous demandons, c'est quoi? Est-ce que c'est l'âge, on veut, ou bien la compétence? Mais il faudrait que le gouvernement revoie cette situation. Mais si je reviens au niveau de la question des ambassades, l'exemple est un peu poignant. Et par exemple, nous avons une forte délégation aux États-Unis. Le PP a une très forte délégation. Donc, il y a eu des échanges entre nos partenaires, nos partisans là-bas, et l'ambassadeur, M. Yegbe. Ils se sont échangés des courriers, mais ils ont dit, est-ce que le bureau qui est ouvert au niveau de Washington DC, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir un bureau annexe à New York? Parce que l'Amérique, c'est un pays continental. Mais entre Washington et New York, c'est un avion. C'est un avion. Plus loin que le Ouagam. Les gens avaient le désir de pouvoir se faire enrôler. Et l'ambassadeur a répondu, niet, que c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, il y a des conditions fixées par l'État, donc lui ne peut pas faire. C'est vrai que c'est les conditions. C'est pourquoi je dis que même les 6 pays qui ont été choisis, on devait quand même faire plus en multipliant les lieux d'enrôlement. Pour un grand pays comme ça, je ne peux pas fixer seulement Washington DC comme étant le centre. Non, cher ami, il faut aussi voir un peu les choses. Vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup de Togolais dans un État comme Maryland. Ils sont nombreux là-bas. Donc, si on doit créer une commission électorale d'ambassade indépendante aux États-Unis, il faut voir la première condition dit 300 Togolais dans le milieu et on crée une commission électorale d'ambassade indépendante. Nous voyons beaucoup de Togolais, mais malheureusement, ils n'atteignent pas 300 à Maryland. Tu prends Washington, ils sont nombreux, mais là, l'ambassade y est. Donc, on peut permettre aux Togolais de venir. Par exemple, si tu as une situation que tu veux régler, tu es dans le North Carolina, tu es obligé de venir à Washington, où il y a l'ambassade, pour régler ton problème. Mais on ne va pas créer des commissions électorales d'ambassade partout. Oui, parce que non, ici c'était circonstanciel et c'est 3 jours qui ont été donnés. Oui. Ce n'est pas un recensement. Vous savez, l'installation de ces commissions-là aussi, ça demande de l'argent. Comment ça va se faire si on doit les multiplier autant? En Europe, on a choisi la France. Mais les Togolais sont partout, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Suisse. Partout. Ça nécessite des moyens. Aujourd'hui, ce que moi je dis, très simplement, c'est qu'il faut que les Togolais eux-mêmes s'organisent dans la diaspora pour pouvoir obtenir ces commissions électorales d'ambassade indépendantes. Le mot est insisté, c'est ambassade. On parle d'ambassade. On peut appeler ça autrement pour que les Togolais puissent aller dans des, comme vous dites, circonstanciellement, aller dans des commissions de la diaspora pour se faire enrôler. Mais aujourd'hui, on parle d'ambassade. Ça va évoluer. Et j'en suis certain. Si les Togolais arrivaient eux-mêmes à s'organiser, parce que le tout, c'est ça. Si vous êtes
par exemple, 250 dans une région, et vous voulez vous faire enrôler, on dit 300, vous n'atteignez pas les 300, mais vous êtes 250. Organisez-vous, envoyez des courriers, et réclamez quand même quelque chose. Monsieur Johnson, Pour qu'on se dise. Monsieur Johnson, est-ce Oui, parce que- est-ce que nous avons été forcés d'ouvrir la participation à l'élection ou à la diaspora? Nous n'avons pas été contraints. C'est un droit et c'est légitime. On est C'est tout à fait légitime. d'accord. Nous avons une institution qui est là permanemment. La CENI est là permanemment. Et ce n'est pas seulement en période électorale, les 3 mois de préparation intense des élections que la CENI doit fonctionner. Et combien de personnels qui sont payés régulièrement, qu'est-ce qui doit être fait? Tous ces préalables doivent être communiqués depuis. On doit prendre les dispositions. Mais dire que les Togolais devaient s'approprier, en fait, l'organisation des élections, c'est une question d'État. Il faut que les institutions se passent. Moi, je pense que quand vous prenez les choses, vous faites les choses de votre gré. Après, on peut mettre ça en échec parce qu'il y a une institution qui est là en place qui doit vous donner les moyens ou bien les quitus nécessaires pour que vous agissiez. On ne peut jamais le faire sans l'accord de la CENI. Monsieur Condor, nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais moi, je pense encore, et je le dis, nous venons d'entamer un processus. Oui. Il faut que ça s'améliore. Et le tout, nous-mêmes, il faudrait, si nous voulons avoir quelque chose, pour avoir le vote de la diaspora, il y a eu des mouvements, il y a eu des réclamations, il y a eu des échanges à des niveaux élevés. Je pense qu'on peut toujours les avoir avec le dialogue, avec la concertation, avec nous-mêmes nos propositions. Nous ne devons pas toujours nous donner des excuses. Nous ne devons pas toujours donner des excuses. Pourquoi? Parce que même les propres Togolais... Mais je dis, c'est un début. Même les propres Togolais, lorsque la carte électorale n'est plus un truc physique, c'est électronique. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que nous avons déjà une base de données. Et donc, avec l'informatisation de tout le système, même de l'état civil aujourd'hui, on peut déjà introduire le truc et savoir que, oui, à tel âge, celui-ci, il a atteint la majorité. On peut déjà savoir qu'est-ce qu'on fait. On envoie des messages ou bien on ouvre des guichets permanemment pour que les gens puissent venir. On ne doit pas attendre seulement les trucs. Et dans les autres pays aussi, on peut le faire. Innover, c'est possible. Oui. Vous me rejoignez. Nous sommes dans un processus. Il faut que ça s'améliore. Mais pour que ça s'améliore, c'est nous-mêmes qui devons... Si on devait savoir que ça s'améliore pour les Togolais qui résident au pays... Aujourd'hui, vous savez, on a commencé un peu physiquement. Demain, avec la digitalisation, on peut s'inscrire sur une plateforme et puis depuis ta maison et voilà. tu es après on t'envoie la carte. Alors, j'aimerais ajouter un peu. Je disais que c'est comme M. Johnson l'a dit, c'est des insuffisances, mais c'est le début, n'est-ce pas? Oui. Mais comme au début de toute chose, il faut relever quand même les insuffisances. Oui. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Que le gouvernement, en actant le vote de la diaspora, devait quand même j'ai réagi par rapport à en actant le vote de la diaspora devait mettre quand même les conditions pour faciliter. On sait que déjà les papiers qui ont été demandés, c'était très difficile aux Togolais de pouvoir les avoir. Donc, nous relevons cela pour que prochainement, que le gouvernement prenne des dispositions pour que les bureaux de vote à l'extérieur soient plus proches des Togolais. Et de deux, que les Togolais, ces Togolais qui sont dans la diaspora, qui n'ont pas de papier, puissent prendre le temps de pouvoir se mettre à jour pour les prochaines joutes électorales. Maintenant, sur l'autre aspect de la révision, on a au total 190 électeurs au niveau national. Ce n'est pas fameux non plus. Hein. Oui, je n'ai pas trouvé ça. En l'espace, je crois, d'un an, on a fait trois recensements. Bon, nous, au PP, nous avons salué cette disponibilité-là du gouvernement à accéder à la demande de la C14 pour cette dernière révision. Mais je crois que aujourd'hui, s'il y a encore bon nombre de Togolais qui sont à l'interne, qui ne se sont pas fait enrôler, il faut dire que
sur la question électorale, les Togolais sont de plus en Une plus lassitude, froids, une lassitude. Parce qu'il ne sert à rien de pouvoir chaque année faire le même exercice qui donne toujours le même résultat. Donc, c'est aux politiques maintenant de faire le travail, un travail de sensibilisation, puisque, entre-temps, l'opposition, au niveau de notre opposition, la classe de l'opposition traditionnelle avait commis l'erreur de pouvoir dire à ces militants de ne pas aller se faire recenser. Je crois qu'en politique, l'erreur est fatale. Et il serait très difficile aujourd'hui de se relever. Et il faut que ces partis politiques-là retournent auprès de leur base des militants pour changer de langage. Oui, mais Kofi Kondo, pour la dernière révision, tout le monde avait appelé les Togolais à aller s'enregistrer. Mais ça n'a donné que 212 190 électeurs. Tu connais le nom de ceux qui devaient... Non. Quand vous voyez, il y avait un nombre très grand qui... Il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas inscrits sur la liste. Beaucoup ne détiennent pas la carte. Non, la raison, il y a les gens un désintéressement des faits politiques ou bien des faits électoralistes, etc. Il y a ça, mais les gens sont découragés des politiques, complètement. Les gens n'entendent plus tout ce qu'on dit, parti, etc. Ça ne regarde même plus les gens ne tiennent pas de considération. Et puis, d'autre part, les mots d'ordre que les gens ont donnés ont contribué à cette réticence déjà à se faire enregistrer. De deux, on ne regarde pas les conditions dans lesquelles les gens travaillent. Parce que la grande majorité aujourd'hui des gens, les bonnes femmes, qui doivent être au quotidien devant leur étalage et qui ont de la peine à se lever parce qu'il faut faire ça avant que le feu ne brûle à la maison, ont de la peine à quitter leur étalage ou à quitter leur atelier ou à quitter leur activité pour venir se faire enrôler. Et donc, il faut une communication intense pour pouvoir remotiver ou bien pour faire aimer le Togolais, la chose politique. Avant, vous savez, quand on donne des trucs... De la part de qui? Des partis politiques, puisque c'est leur rôle régalien. Les partis politiques doivent faire l'éducation civique et électorale, et qu'ils ne font pas. Avant, par exemple, quand on dit il y a recensement, déjà en 2015, quand on dit recensement, il fallait voir. Vous allez penser que c'est le jour de l'élection. Effectivement. Vous le voyez aussi, ce désintérêt-là qui est né depuis 2018, 2019. On a vu le taux de participation, par exemple, pour les municipales, ce n'était que 52%, alors que toute la classe politique était présente. Quand on voit ce que la révision donne, ça craint que le Togolais se désintéresse. Oui, c'est vrai, très sincèrement, parce que en réalité, les partis politiques ne jouent plus leur rôle. Vous savez, on a pris le temps de formater un peu le Togolais aujourd'hui. Tout ce qu'on lui dit, c'est que le pays est en danger. Les Togolais se réveillent le matin avec beaucoup d'amertume. Même pour aller travailler, c'est difficile. Il y a beaucoup de discours alarmistes. Alarmistes qui font que les Togolais, tout ce qui concerne la nation, tout ce qui concerne le pays, on n'est plus intéressé. Encore mieux par la chose politique. Quand les partis politiques devraient, par exemple, constituer des groupes dans des quartiers, installer de petites cellules, engager des discussions par rapport à la politique, à l'économie, à la vie, à la société, les partis politiques se permettent plutôt d'engager une guéguerre entre eux-mêmes. Et c'est des questions de personnes. La nation est carrément reléguée au dernier plan. On préfère dire, par exemple, que tel, parce qu'hier il était avec tel, donc il est mauvais. Il
faut pas l'approcher. Mais ces discours-là ont fait que les Togolais se sont véritablement désintéressés de tout ce qui est politique. Je suis d'avis, comme le disait le monsieur Badassé, il faut que les discours changent. Il faut que les méthodes, les approches changent pour que les Togolais reviennent en de bons sentiments quand on parle de leur pays. D'accord. Le dernier sujet, nous restons toujours au Togo, ça a trait au même registre. On évoque donc le dépôt des dossiers de candidature qui a commencé depuis ce vendredi 27 décembre au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Cela va durer jusqu'au 8 janvier 2020. Et donc à partir de ce 8 janvier, on saura très clairement qui sont ceux qui ont pu réunir toutes les conditions et la caution de 20 millions pour être candidat. Ça mérite parce qu'on parlait tout à l'heure aussi en off. Mais Abel Jesus Badassé, le PPI n'est pas candidat, c'est pas... Nous avons jusqu'au 8 janvier, nous avons encore le temps. Et nous avons toute la chance de notre côté. Donc le PPI va se prononcer très bientôt. Nous sommes en concertation. En off, tout à l'heure, il y avait M. Johnson qui disait une candidature de trop. Bon, je ne sais pas, une candidature de plus. Bon, effectivement. Puisque la loi nous autorise, nous sommes un parti politique légalement constitué, nous sommes en concertation d'ici le... Ça vous intéresse quand même? Non, ça nous intéresse, pourquoi pas? C'est le but de notre existence. Oui. Donc, la conquête et l'exercice du pouvoir. Mais nous disons que le PPI ne danse pas parce qu'il y a la musique. Ce n'est pas parce qu'il y a aussi l'élection présidentielle que forcément on doit se présenter. Nous étudions tous les paramètres avant de nous prononcer. La possibilité également d'apporter votre soutien à une autre candidature, c'est étudié aussi? Non, c'est étudié, mais cette étude-là va être très minutieuse parce que nous avons un programme tangible sur lequel on ne badine pas. Mais si, au cas où nous n'avons pas de candidat, alors nous allons voir, scruter très bien quel est le programme de société que les candidats qui sont déclarés portent. Est-ce que ce programme-là répond au nôtre? Là, comme ça, nous allons discuter, voir dans quelles conditions on va leur apporter notre soutien. Mais je doute parce que je vois très bien, je connais un peu les candidats déclarés, sur les peut-être 17, 18 candidats, à peine un ou deux ont un programme que nous connaissons de façon tangible comme ça. Sinon, sinon le reste... Le reste, le programme, c'est l'alternance. C'est tout. Je pense que c'est un véritable souci parce que des partis politiques légalement constitués qui n'ont pas un programme de société et quand vous échangez avec le leader, ils vous disent 2020, il faut qu'il y ait alternance. Qu'il dégage. Mais qu'est-ce que vous proposez à la place? Alternance d'abord, programme après. Après le scrutin, je pense qu'il y a un problème. Moi, j'essaie de rentrer dans leur esprit. Ils disent que actuellement, nous sommes dans un combat de dégagisme. Quand on finira de gagner ce combat, on va proposer des choses pour le développement du pays. Est-ce que selon toi, c'est logique? Parce que mon avis ne compte pas sur ce plateau. Vous savez, le problème ici... Parce que véritablement, qu'est-ce qu'on met dans la balance en demandant une alternance? On dit, les Togolais ont des problèmes. Et c'est quoi les problèmes des Togolais? C'est surtout la faim, la pauvreté. Mais si vous voulez régler le problème de la pauvreté, vous allez attendre votre combat politique quand vous l'aurez fini au cours d'un scrutin présidentiel et après vous allez dire aux Togolais, voilà, nous allons vous proposer quelque chose pour sortir de la pauvreté. Je pense qu'il y a un problème. Il faudrait revoir un peu cette copie, il faudrait repenser la chose et dire aux Togolais, voilà, nous voulons un changement dans le pays parce que nous nous basons sur un programme qui va vous sortir de la pauvreté. Oui. Je crois que l'élection présidentielle ou la lutte politique n'est pas un jeu d'enfant. On ne badine pas, on ne rêve pas, on ne se lève pas seulement pour dire qu'on veut devenir président, parce qu'un pays est un système, il faut avoir les programmes sur lesquels vous allez bâtir
conduire ce pays vers le développement. Lorsqu'on ne connaît pas votre programme et que vous voulez obtenir le résultat d'une lutte avant de proposer un programme, demain, si vous serez un président de va-t-en-guerre, or le pays est un pays pacifique comme le Togo, est-ce que vous serez bienvenu? Donc, il faut savoir que veulent les Togolais, comment les traduire dans un programme, même ne serait-ce que des esquisses sur lesquelles les gens peuvent vous juger. Et je suis vraiment content que ce soit un homme politique qui nous dise qu'on ne peut pas avoir comme programme l'alternance. Alors, bien sûr. Bien sûr. J'ai tiqué quand il a dit, je crois qu'il y a une sincérité. Donc, de tout ce que nous avions eu à mener, il faut quand même tirer les conclusions, tirer les meilleures leçons. Et nous tirons aujourd'hui les leçons que nous ne sommes pas là seulement pour dire il faut l'alternance. On peut quand même accompagner également. On peut se solidariser. Quand les gens pensent que si ce n'est pas moi, donc ce n'est plus l'autre aussi, donc ce n'est plus une lutte au nom du peuple. D'accord, messieurs, on touche à la fin de cette émission. Je l'ai dit, c'est le dernier numéro de cette année 2019. Dans 3 jours, on sera dans une nouvelle année. Je vais vous entendre peut-être dire quelque chose à ceux qui nous ont suivis. Ah oui, bonne fête de fin d'année et surtout meilleurs vœux pour 2020. Vous savez, nous sommes en une période électorale. Il faut que les cœurs s'apaisent. Il faut véritablement que nous ayons ensemble une même pensée positive pour notre pays, pour que les Togolais puissent véritablement sortir de leur état de précarité, afin que ce pays-là puisse prendre réellement l'envol du développement. Les prémices sont là, les gens sont en train de se battre, les gens font ce qu'il faut pour mettre les bonnes conditions de travail, de réussite, d'investissement et tout, mais il faut que nous tous nous accompagnions cela dans de bonnes conditions. Et je dis que la paix règne dans notre pays. Abel Badassé. Bon, c'est pratiquement les mêmes souhaits. Au niveau du pays, nous adressons nos voeux, les meilleurs pour tous les Togolais, que cette nouvelle année qui s'annonce soit une année apaisée, une année où nous allons connaître une prospérité à tous les niveaux. Nous souhaitons également que cette élection présidentielle qui va se dérouler en février soit une élection calme, apaisée pour tous les Togolais, afin que nous puissions ensemble regarder la voie du développement, la voie de la prospérité. Donc c'est tous les vœux que le PPI a à l'endroit des Togolais. Kofi Kondo. Oui, je souhaite que l'Éternel continue de bénir notre cher pays, notre chère patrie, l'ordre de l'humanité, la Suisse d'Afrique et la terre de nos aïeux. Nous savons que le Togo a beaucoup souffert. Les Togolais sont meurtris dans leur âme, dans leur corps et dans leur esprit. Que les politiques partagent la souffrance de ce peuple, qu'ils arrêtent leur business politique pour donner la chance à ce pays d'amorcer son développement. Nous devons donner la chance à chaque génération d'avoir les solutions aux problèmes. Je crois qu'on ne doit pas avoir la tête couronnée pour décider pour ce peuple. Chaque jeune, chaque femme, chaque enfant, où qu'il se trouve, est une solution, est une chance. Accordons cette chance pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même pour que le Togo puisse évoluer. Merci. Messieurs, merci beaucoup Abel Zouya Badassé, coordonnateur national du PPI, Parti du Peuple et de l'Intégrité. Eric Johnson, directeur de publication du billet de l'Union. Merci. Merci à Kofi Nayot Kondo, juriste et analyste politique. Moi aussi, je vous dis merci. Le Monde en 7 pour cette année 2019 est fini. J'étais très heureux de l'animer. Je serai avec vous. Ce n'est pas qu'on le dit. On plaise à Dieu. Il nous donnera vie pour le reste des jours de cette année. On se retrouvera l'année prochaine, mais je continue d'être sur regard croisé tous les soirs jusqu'à la fin de l'année. Merci beaucoup.